La pandémie a vraiment ravivé une tension philosophique fondamentale, une question qui nous taraude depuis des siècles. Comment concilier la liberté individuelle et la responsabilité collective? En France, ce débat a pris une tournure particulièrement vive, presque virale. Alors on va essayer de décortiquer cette confrontation d'idées. Voilà comment on va procéder. On va d'abord revenir sur le contexte du débat pendant la crise sanitaire. Ensuite, on se penchera sur cette fameuse distinction entre liberté, responsable et égoïste. Après ça, on explorera la logique du libéralisme comme autre manière de voir les choses. Et pour finir, on fera la différence entre ce qu'est un vrai collectif et ce qu'on appelle le dirigisme. Bon, tout commence ici avec ce conflit qui a éclaté en France pendant la pandémie. C'était vraiment le choc de deux visions du monde qui semblaient totalement irréconciliables. Et ce choc, il s'est cristallisé autour de deux petites phrases. D'un côté, le fameux « quoi qu'il en coûte » du gouvernement pour justifier les mesures sanitaires, et de l'autre, en réponse, cet appel, notamment de Nicolas Bedos, à vivre coûte que coûte, qui était une manière de dire qu'on ne peut pas tout sacrifier à la simple survie. Ces slogans ne sont pas sortis de nulle part, bien sûr. Ils sont nés en réaction à des mesures très concrètes, très coercitives, le masque obligatoire partout, la fermeture des restaurants, des commerces, les confinements stricts, et même ces attestations de sortie qu'il fallait remplir. Tout ça a forcément alimenté un mouvement de protestation au nom de la liberté. Et face à cette contestation, il y avait une critique qui revenait tout le temps, en boucle. Ceux qui refusaient les règles étaient vus comme des égoïstes, des irresponsables, des gens qui mettaient en danger la santé de tous pour leur petit confort personnel. On va voir maintenant comment cette accusation a été en quelque sorte habillée philosophiquement. C'est là que l'argumentaire devient un peu plus subtil. Pour justifier le contrôle, beaucoup se sont tournés vers des philosophes, et notamment Jean-Paul Sartre. L'idée en gros, c'était de dire que la vraie liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi, non, c'est d'être responsable de ses actes, parce que nos choix ont forcément un impact sur les autres. Cette pensée a alors été un peu caricaturée, divisée en deux camps. D'un côté, la liberté d'indépendance, celle qui est qualifiée d'égoïste, qui consiste à ignorer les règles. Et de l'autre, la liberté de responsabilité, la seule qui soit correcte, qui consiste en fait à accepter les consignes du gouvernement comme étant la définition de l'action responsable. Et là, on arrive à la question qui tue. Celle que pose l'auteur de l'analyse et qui fait tout basculer. Parce que d'accord, admettons que la bonne liberté soit la liberté responsable. Mais alors, qui décide? Qui a l'autorité pour dire « ça, c'est responsable et ça ne l'est pas » ? Le point soulevé ici est que ce raisonnement est en fait un piège, un sophisme. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que les décisions du gouvernement sont, par définition, les bonnes, les responsables. Et donc, en qualifiant toute critique d'irresponsable, on ferme complètement le débat sur la pertinence ou l'efficacité de ces mesures. Alors, face à ce qu'il considère comme un sophisme, l'auteur propose un tout autre cadre de pensée, celui du libéralisme classique. Et là, on part d'une définition de la liberté qui est radicalement différente. Dans cette vision des choses, la liberté, ce n'est pas un cadeau de l'État, c'est un droit naturel qui appartient à chaque individu. C'est le principe de la propriété de soi, chacun est maître de sa propre vie, de son propre corps. Et ce principe, il a des conséquences logiques très claires pour la vie en société. Premièrement, si on est propriétaire de soi-même, alors pour que sa propre liberté soit respectée, il faut absolument reconnaître la même liberté chez les autres. Et de là découle une règle d'or, le principe de non-agression. On n'a pas le droit d'utiliser la force pour imposer sa volonté à quelqu'un d'autre. Du coup, loin d'être un hymne à l'égoïsme, le libéralisme est en fait un cadre profondément social. Pour obtenir quelque chose de quelqu'un, que ce soit son aide, son travail, son accord, il faut négocier, persuader, convaincre, bref, interagir, jamais forcer. La coopération est vraiment au cœur du système. On arrive à la dernière partie de cette analyse. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau, un concept qui est sans cesse utilisé pour justifier le contrôle de l'État, le fameux intérêt collectif. L'argument de l'auteur est assez direct. Ce qu'on nous vend comme l'intérêt collectif est rarement un consensus. En réalité, c'est souvent l'opinion d'un groupe particulier, celui qui se trouve au pouvoir à un moment T, qui est présentée comme la seule vérité, la seule voie à suivre pour tout le monde. C'est une distinction qui est cruciale. D'un côté, il y a le dirigisme, ça vient d'en haut, c'est l'État ou un groupe qui impose une direction à tous. Et de l'autre, il y a la véritable action collective, et elle vient d'en bas. Ce sont des individus qui, volontairement, de leur plein gré, décident de s'associer pour un but commun. Pour que ce soit plus clair, des exemples c'est simple. Une équipe de sport qui se monte, des gens qui créent une entreprise, ou même des voisins qui se mettent d'accord sur les règles de leur immeuble. Tout ça, ce sont de vraies actions collectives. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur le volontariat et un objectif commun, pas sur la contrainte. Et on arrive ici à la thèse centrale de l'auteur, qui est un paradoxe assez puissant. On a tendance à condamner le libéralisme au nom du collectif, mais ce que dit cette analyse, c'est que c'est seulement dans un cadre de liberté individuelle que de vrais collectifs, volontaires et authentiques, peuvent vraiment exister. Le dirigisme, ce n'est pas le collectif, c'est le commandement.
L'analyse se termine sur cette question, qui est une référence directe à l'économiste Friedrich Hayek. Jusqu'où ira cette route de la servitude ? C'est une question qui nous est laissée en suspens pour réfléchir aux conséquences à long terme du chemin que l'on choisit, celui de la coercition de l'État au nom d'un collectif imposé ou celui de la liberté individuelle qui permet à de vrais collectifs d'honnêtes